Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Demassier, je suis président du réseau français sur l'entente de voix, facilitateur de plusieurs groupes d'entente de voix en France et principalement dans le Nord. Le sujet du colloque, du rétablissement, et c'est en plein dans notre domaine. On parle d'entente de voix. On comprend, nous, dans entente de voix, les gens qui entendent des voix, mais aussi qui voient des choses, qui ressentent des choses que d'autres peuvent trouver anormales ou ne voient pas, n'entendent pas, qui est nommé par la psychiatrie comme étant des hallucinations, mais auxquelles nous, on veut donner un sens. On est persuadé que les voix ou les phénomènes ne sont jamais là pour rien, qu'ils n'ont pas toujours du sens dans ce qu'ils peuvent dire, mais avant tout dans le moment où ils peuvent intervenir et par rapport à notre parcours de vie. Les gens qui entendent des voix, c'est bien plus nombreux que ce qu'on peut l'imaginer. Les chiffres et les études, c'est entre 7 et 14% de la population mondiale qui a entendu des voix de façon significative dans leur vie. Si on voit la prévalence, entre autres, de la schizophrénie, c'est 1%. Ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui entendent des voix et qui arrivent à faire face et vivre avec sans que ça leur pose de problème. La différence entre ces gens-là et d'autres personnes qui ont des soucis et qui peuvent un jour arriver en psychiatrie ou dans d'autres systèmes de soins ou d'accompagnement, c'est qu'il y a un point commun, c'est qu'on a eu des traumatismes au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. À peu près à 95%, on peut identifier lors d'un premier entretien des traumatismes au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. L'entente de voix, c'est quelque chose qui est souvent très stigmatisant. On finit par ne plus pouvoir en parler, car trop souvent on associe ça à une maladie, à une croyance, à la schizophrénie. Les entendeurs de voix, même en psychiatrie, ça concerne plein de gens. Ça concerne les bipolaires, qui ont l'art et la manière de le cacher plus facilement, mais dans les doubles entendeurs, on voit énormément de bipolaires. Ça se voit que dans certaines phases aiguës, où ils identifient qu'ils entendent des voix, qu'ils voient des choses, qui sont des hallucinations en tout cas, mais c'est bien plus fréquent qu'on le pense dans leur vie. Et puis c'est aussi des tas de gens qui n'entendent rien. Maintenant, trop souvent, quand les gens ont un diagnostic, c'est aussi une sorte de fatalité qu'on leur donne en disant, entre guillemets, qu'ils sont foutus pour la vie, que ça sera comme ça pour le reste de leur vie. Dites-vous un jour, si vous vous sentez foutu, si vous aurez l'énergie, la force de combattre et d'avancer dans votre vie. Je ne suis pas sûr que ça soit évident. Pour illustrer tout ça, j'ai encore jamais rien trouvé de mieux que de vous raconter ma vie. Parce que si on parle d'entente de voix, de traumatisme, du diagnostic, j'en suis l'illustration parfaite. J'ai passé plus de 15 ans en psychiatrie. Et comme je vous parlais aussi de l'origine des voix et des traumatismes, je vais vous raconter ma vie depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit. Alors, je suis originaire du nord de la France, d'un père flamand. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que mon père est un peu la caricature des Flamands. C'est quelqu'un qui est très dur, qui est exigeant, qui demande à ses enfants d'être les meilleurs, les plus forts, de savoir se battre en toutes circonstances. Mes parents étaient commerçants, étaient très peu présents. Je les voyais peut-être maximum une demi-heure par jour. Et dans le cadre de mon éducation, j'ai eu aussi une éducation religieuse, où j'ai été confié le mercredi matin à la bonne dame du caté, et le mercredi après-midi, le samedi, pendant les vacances scolaires, à son fils aîné qui avait à l'époque 19 ans, moi j'avais 11 ans. J'étais à l'époque super content de ça. Ce garçon, cet homme, était pour moi un adulte qui s'occupait de moi, qui parlait avec moi, qui jouait avec moi, qui s'intéressait à moi, jusqu'au jour où ça commençait à déraper. C'est-à-dire que cet homme, à force de jouer, a commencé à se frotter à moi, jusqu'à en venir à me violer pendant plusieurs années. La première fois qu'il m'a violé, ça s'est passé dans le bureau de son père, qui était ingénieur à la SNCF. Moi, pour faire face à ça, je n'ai qu'une seule solution, c'est de me réfugier dans les détails de la scène. Et là, je me suis réfugié ce jour-là dans un livre, qui était à la bibliothèque de ce bureau, un livre format italien, orange, les couleurs du TGV, c'est un livre sur le TGV, où j'ai encore en tête la moindre imperfection du grain de cuir. Encore la moindre imperfection du dorage des lettres de TGV sur la tranche. Une autre fois, je me suis réfugié dans un Rumicube. Et la première fois, j'ai été violé par lui, mais aussi par un autre type qui l'avait ramené. Ça se passait là dans sa chambre. Je me suis réfugié dans un nid. Un nid qui était dans un arbre, en face de sa fenêtre. Si j'avais les talents de dessinateur, je pourrais vous le décrire et le dessiner à la perfection,
avec un détail qui était saugrenu à l'intérieur, parce que dans ce nid, il y avait un lien de sac poubelle, voilà, qui servait à la construction de ce nid. À l'époque, moi, j'ai pu en parler à personne. Le dire à mon père, c'était lui dire que j'étais nul, que je n'avais pas su me battre, que je n'avais pas su me défendre. En parler à ma mère, ça revenait exactement la même chose, parce qu'elle m'aurait parlé aussi vite à mon père. En parler dans le quartier, ça aurait été très compliqué. C'était la Bodane du Caté qui avait une influence très importante dans le secteur. J'ai gardé ça pour moi. À l'époque, on a bien trouvé que je donnais un sale gosse caractériel. Je me suis fait virer d'établissement, pas parce que j'avais des notes mauvaises, au contraire, mais tout simplement parce que je piquais des crises pour tout et pour rien. Et mon salut a eu lieu 2 ans et demi après, quand cette dame du caté a arrêté l'enseignement du catéchisme et que j'ai été confié à la garde de mon frère. Chez moi, les premières manifestations, c'est d'abord le fait que je tombe régulièrement dans les pommes quand j'étais gamin. Alors on m'a dit à l'époque que j'avais de l'aspasophilie, avec un détail près que j'ai dit à mon père, je lui ai dit simplement, écoute papa, il faut que je te le dise, moi systématiquement, avant de tomber dans les pommes, je vois un oiseau. Et un oiseau qui tombe d'un nid. Et ce nid, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Mon père, il a une réaction qui peut paraître peut-être étrange pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, il a fait appel au prêtre exorciseur du diocèse que j'ai rencontré. J'ai eu l'entretien avec lui, puis après, il a rappelé mon père, et il a dit à mon père, en ma présence, écoutez, ben voilà, Vincent, il a un petit démon à connotation sexuelle. J'ai eu le droit à un exorcisme. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le film. J'ai pas mis ma tête qui s'est mise à tourner en crachant du verre ou en disant des insultes. C'est plutôt un moment sympa, voilà, où le prêtre exorciseur était en face de moi, puis des gens qui priaient avec un dialecte un peu bizarre. Enfin, on m'a dit après que c'était de la langue. Je vous dis en tout cas que je suis plus jamais tombé dans les pommes et que j'ai plus jamais vu cet oiseau qui tombait du nid. Et puis ma vie a repris avec plein de chaos, parce que j'étais toujours très caractériel, toujours en conflit avec tout. Jusqu'à un jour qui aurait dû être pour moi quelque chose de super important, qui était le soir de ma première relation sexuelle. J'avais à l'époque 17 ans, et on avait tout programmé. Je savais exactement comment ça allait se passer, où j'allais poser mes mains, dans quel sens. Enfin, c'était millimétré, voilà, dans ma tête. Mais juste avant, dans l'après-midi, j'étais avec tous mes amis dans un parc. Et d'un seul coup, j'entends mon ami, Alexandre, avec qui je vais avoir cette première relation sexuelle, qui m'insulte de tous les noms. Là, j'ai été très virulent. Je lui dis, mais pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis toutes ces insénités? Et là, je vois la tête ahurie des autres copains qui disent, mais écoute, Vincent, tu n'as strictement rien dit. Je me suis tu. La conversation entre eux a eu du mal à reprendre tellement j'avais été virulent. Et j'arrêtais pas d'observer mon ami, puis d'un seul coup, j'entends à nouveau sa voix. J'entends qu'il me parle, qu'il m'insulte à nouveau. Mais là, il y a un détail qui me surprend, c'est que ses lèvres ne bougent absolument pas. Autant vous dire que ce soir-là, ça n'a pas été ma première fois. Je suis rentré chez moi avec sa voix. D'autres voix sont venues. Et très rapidement, parce que je voulais en parler à personne, parce que déjà à l'époque, on me disait, enfin, j'entendais et je pensais que les gens qui entendaient les voix, c'était automatiquement comme dans les séries américaines qui commençaient à sortir, des tueurs en série, des fous, des schizophrènes. Et comme ça devenait insupportable, j'ai fait ma première tentative de suicide avec ma première utilisation dans un EPSM, où là aussi j'ai tué mes voix. J'en ai absolument pas parlé. On m'a traité pour dépression. Au bout d'1 mois à peu près, j'en suis sorti. J'étais en hôpital le jour, puis j'ai repris mon cursus scolaire avec des voix qui avaient disparu. Et puis j'ai bossé comme un âne. Je suis entré dans une école de commerce avec une communication. Puis lors d'un stage, je suis très vite rentré dans une grosse boîte de communication. Je suis devenu très rapidement le bras droit du patron, les centres de mes études. Je passais mes journées à courir après l'argent, après les contrats. Le soir, dans les lancements de produits, dans les réunions de lobbyistes, dans les réunions politiques, pour me faire un carnet d'adresse. J'ai à l'époque une vie trépidante. J'étais la fierté de ma famille en disant « Ah Vincent, ça c'est la plus belle réussite ». L'argent coulait à flot. Le soir, moi j'avais ce que j'appelle l'alcool mondain, c'est-à-dire que tous les soirs, je buvais 1, 2, 3, puis pour finir 10 verres, même si je buvais jamais chez moi. Puis pour tenir le coup le matin, j'étais à fond dans la cocaïne toute la journée, avec une seule autre activité à part mon travail,
c'était que je m'adonnais régulièrement au sexe de façon intensive, en allant dans tous les travers, essayant tout, allant même jusqu'à passer à l'abattage dans des foyers de la Saône-et-Gaudry en région parisienne, jusqu'au jour où j'ai rencontré un grand amour dans ma vie, où là, très rapidement, les voies sont revenues. Alors ça a commencé à poser quelques soucis à mon travail. On m'a très vite proposé de quitter le siège pour prendre la direction régionale dans le Nord, ce qui m'arrangeait parce que je me rapprochais de mon amour. Puis après, de direction régionale, je suis passé au départemental, puis en tant que chef d'agence, en signant des avenants mon contrat sans trop savoir derrière ce que je faisais. Je les ai découverts après, quand j'ai commencé à avancer dans mon parcours de rétablissement. Et à un moment, ça devenait tellement compliqué que je me suis dit, bah, écoute Vincent, t'es bête, t'as qu'à faire un nouveau appel à la psychiatrie, quoi, et tout, ils t'ont soigné pour dépression, ça s'est passé. T'as qu'à faire la même chose. Je suis donc retourné voir la psychiatrie, en disant toujours pas que j'entendais des voix. J'ai été soigné pour dépression, mais ça n'a rien arrangé. Les voix étaient de plus en plus présentes. Jusqu'au jour où j'ai fini par en parler à mon ami. J'ai dit, écoute, c'est vrai qu'il faut que je te le dise, voilà, en fin de compte, j'entends des choses et je vois des choses. Il a eu une tête d'ahuri, c'était le bon bas de combat, il a appelé le psychiatre, j'ai jamais eu un rendez-vous aussi rapide chez un psychiatre. Le lendemain, je l'ai rencontré. Il a dit, écoutez, c'est pas grave, on va changer votre traitement, et puis on va essayer de faire en sorte que ça aille mieux et rapidement. J'ai commencé à prendre mes premiers neuroleptiques, et malgré tout ça, je m'enfonçais un peu plus à chaque fois, j'entendais de plus en plus de voix, de plus en plus fort. Je grossissais énormément, je finissais par m'isoler totalement. J'étais arrivé à la fin à 240 kilos. Je vous dis ça parce que ça aussi, quand vous êtes 240 kilos, même si vous avez encore quelques amis, quelques gens à qui vous avez envie de communiquer, même si c'est compliqué de communiquer avec les gens quand vous avez plein de voix qui vous parlent, bah vous n'allez plus chez eux parce que 240 kilos, vous cassez toutes leurs chaises. Donc vous finissez par rester chez vous. Et puis un bonjour à mon ami aussi, je lui dis, écoute, ça va pas, je veux vraiment savoir ce que j'ai. Et c'est devenu après un leitmotiv. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais la consultation avec mon psychiatre, je lui demandais, alors qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je voulais savoir mon diagnostic? Parce que je me suis simplement dit, si on me dit ce que j'ai, on me donnera le bon traitement, je serai guéri, je reprendrai ma vie d'avant. Et puis un beau jour, en fin de consultation, comme toujours, j'étais face à mon psychiatre, mon ami à côté de moi, et je demande, alors, qu'est-ce que j'ai? Et là, le psychiatre lève son nez de son écran, il ne se retourne pas vers moi, mais il se retourne vers mon ami, et puis il dit, écoutez, Vincent, il est schizophrène, il va de plus en plus mal, c'est de plus en plus compliqué, on a de plus en plus de mal à stabiliser. Et il commence à décrire un tableau noir de moi et de mon avenir. Je suis rentré chez moi complètement abattu, parce que moi qui attendais la diagnostic pour avoir la solution et le bon traitement et m'en sortir, on m'a enfermé dans des idées, dans une fatalité. Heureusement, le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon psychologue. Mon psychologue, ça faisait plusieurs années que j'étais avec lui, qui me suivait, ça faisait plusieurs années qu'il était en réunion de synthèse, quand on parlait de moi. Et je lui dis, bah, écoutez, pour une fois, je voudrais qu'on change de sujet, parce que là, hier, j'ai eu mon diagnostic, et je voudrais qu'on en parle. Je dis, voilà, mon psychiatre m'a dit que j'étais schizophrène. Et là, il me regarde et puis il me dit, écoute, Vincent, dans ce cas-là, moi, je peux plus rien pour toi, merci, au revoir. Je suis rentré chez moi, de plus en plus mal. J'ai continué ma vie. J'en suis arrivé à la fin de mon parcours à 240 kilos, avec tous les 15 jours, 7 injections dans les fesses. 240 kilos, soi-disant stabilisés, c'est-à-dire affalés dans mon fauteuil. Alors, fauteuil blanc, ce qui me servait de niche, hein, parce que les seules choses que je savais faire... Alors, de niche, pourquoi? Parce que je dormais dedans, je mangeais dedans, je fumais dedans, c'était une vraie porcherie. Les seules choses que je savais faire encore, c'était aller jusqu'aux toilettes. Le frigo, je connaissais très bien aussi. Mais monter à l'étage pour aller dans la chambre, jamais. La salle de bain était aussi à l'étage, j'y allais jamais. Le peu de fois où j'y allais, c'est parce que mon ami insistait tellement pour me dire, mais écoute, Vincent, viens dormir avec moi. Il devait avoir du courage, parce que je pouvais rester 3 semaines, 4 semaines sans me laver, ça ne me dérangeait absolument pas, ça ne me posait aucun préjudice. Et puis, j'étais arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 240 kilos, la tête de travers, le filet de baffe qui coule, avec des tics. Et là, on me disait, bah voilà, tu es stabilisé, on essaye.
Alors, je passais ma vie dans l'hôpital. Et j'ai fait plein de tentatives de suicide. Pourquoi je les ai fait? Non pas parce que les voix m'ont demandé de me tuer, mais simplement parce que la seule vie qu'on me proposait, c'est d'être stabilisé. Voilà. J'en étais arrivé à un tel point, j'avais fait plein de tentatives de suicide où je m'étais raté, avec la charmante collaboration de tous les gens, parce que de toute façon, quand on est schizophrène et que ça se sait très vite, surtout dans une ville, où les pompiers ont affaire régulièrement à vous, où les forces de l'ordre ont aussi affaire à vous, à un moment, je me suis jeté devant un train. Mais là, le pompier, alors que j'étais quand même bien amoché, parce que j'ai fait plusieurs jours d'hospitalisation suite à ça, m'a dit, mais en fin de compte, il fallait sauter plus tôt, parce que là, tu as rebondi simplement sur les parois, tu été fait happer par le train, tu as rebondi. J'ai dit, ok, cool, l'information, la prochaine fois, je ne ferai pas la même chose. J'ai dit, plutôt que de me louper, j'ai sauté sur le train. Heureusement, j'avais oublié un détail, c'est que les trains sont électriques. Donc quand j'ai sauté sur le train, il y a eu simplement un arc électrique qui m'a balancé 10 mètres plus loin, là aussi dans un sale état. Et j'en arrivais à un tel point dans ma vie à ne plus savoir comment me tuer que je me suis dit, bon, là, on va passer à l'extrême, on va prendre une arme à feu. Alors, à ce moment-là, j'étais tellement à bout de cette vie de merde que j'avais, que j'ai tout fait pour que mon ami se sépare de moi. Mon objectif était de me séparer de lui, d'attendre 6 mois. 6 mois et me tuer avec une arme à feu. Pourquoi 6 mois? Parce que j'étais persuadé qu'au bout de 6 mois, si je me tuais, il ne dirait pas c'est de ma faute ou je me sens coupable, j'aurais pas dû le laisser tomber. Toujours dit que je l'ai viré. J'ai été très vite dans un quartier. J'ai été très vite chercher une arme à feu avec plein de munitions. Je sais qu'il suffit d'une balle pour se tuer, mais là j'en avais pris plein. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi acheter plein de citrouilles. Parce que malgré tout, à passer une vie devant une télé qui est ouverte 24 h sur 24, même si vous ne captez pas plus de 5 minutes dans un film, ou encore moins quand il parle de choses et d'autres que vous ne comprenez plus, j'avais entendu qu'il y avait du recul quand on tirait avec une arme à feu. Donc j'ai été dans une pâture, mettre une citrouille sur un poteau en bois, ma tête contre, et puis tirer pour voir ce que ça faisait. J'ai bien vu qu'il y avait du recul, puis au moins je me suis senti prêt. Mais comme mon ami était parti de chez moi, et que j'étais donc tout seul, chez moi c'était devenu invivable, parce que je faisais strictement rien, à tel point qu'à 40 ans, j'ai dû retourner chez mes parents. Alors c'était très compliqué parce que j'étais en guerre perpétuelle depuis mon enfance avec mon père. C'est-à-dire dès qu'il y avait le moindre conflit, ça prenait des proportions pas possibles. J'ai balancé tout ce que je pouvais en pleine figure. Heureusement, mes parents avaient un très grand appartement, donc j'avais une grande chambre qui me servait là aussi de dortoir, de niche. J'avais tout, la télé, un petit frigidaire, enfin tout pour éviter que je me déplace et que je croise mon père. Et puis la psychiatrie, j'en voulais plus. J'y allais que par force, que parce que j'étais obligé. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit, écoute Vincent, on va t'amener dans une réunion. Je ne sais pas comment ils ont fait, s'ils m'ont préparé pendant des jours et des jours pour m'y amener, mais en tout cas j'y suis allé. J'y suis allé parce que j'ai surtout pas identifié que c'était la psychiatrie qui organisait ça. Et puis là, j'arrive, on me dit que c'est une réunion pour les gens qui entendent des voix. C'est quoi ça? C'est quoi ce traquenard? Mais j'ai été reçu de façon très sympathique avec des gens normaux qui me serrent la main, qui me demandent comment je m'appelle, qui me présentent avec leur prénom, qui m'offrent un café, qui me disent que ça va commencer dans peu de temps. Alors il y avait des chaises en arc de cercle, je me suis assis là. Et puis, comme toujours, parce que quand vous avez des doses de réplique comme ça, vous passez votre vie aux yeux des autres à dormir ou à ne rien faire. En tout cas, c'est sûr que si je ne réagissais pas, en tout cas dans ma tête, j'entendais toujours mes voix, je voyais toujours mes choses, même si je paraissais aux yeux des autres faire une sieste. Et d'un seul coup, j'ai un émergumène, Ronnie Coleman, un Écossais, qui se met en face de moi et qui me dit écoute, toi, t'es pas schizophrène, t'es Vincent et t'es entendeur de voix. Comment ça, je suis pas schizophrène? Ça peut paraître étrange, mais tous les gens qui sont schizophrènes, qui sont bipolaires, on l'a à force, parce que comme on n'est plus qu'un diagnostic sur pattes, on se présente d'abord en disant oui, je suis schizophrène, je m'appelle un tel. Comme si notre identité, c'était d'abord une étiquette, une maladie. Et là, on me dit quoi? Non, t'es avant tout Vincent, t'es entendeur de voix. Puis là, on me dit 7 à 14% de la population des gens, de la population mondiale, entend des voix. Voilà, qu'on est très peu en psychiatrie, qu'on peut s'en sortir, que lui-même est un entendeur de voix, qui a fait plein de psychiatrie, qui s'en est sorti. Et puis après, ces informations qui m'ont quand même un peu bousculé, j'ai continué aux yeux des autres ma sieste, puis d'un seul coup, il y a des gens qui sont venus autour de moi, qui ont commencé à me dire, mais alors, c'est quoi tes voix? C'est des hommes, c'est des femmes, t'en as combien? Elles te disent quoi? Elles font quoi? Elles apparaissent quand? Cette formation a duré 4 jours. Sur les 4 jours, dans l'état où j'étais, j'en ai peut-être entendu 3 heures, à grand maximum.
Et à la fin de cette formation, il y a Yann Le Robert, qui est un des membres fondateurs du Rêve France, qui m'a dit, écoute Vincent, il y a le premier groupe d'entraîneurs de voile qui se réunit à Mont-Saint-Baronne, c'est une commune du Nord près de Lille. Si tu veux, tu peux y aller. Puis moi, je suis rentré tout simplement chez mes parents à continuer ma vie. Quelques temps après, puis après 3 mois après quand même, d'un seul coup, je dis à ma mère, écoute maman, j'ai entendu parler d'un groupe d'entraîneurs de voile, je voudrais y aller. Voilà, c'est le branle-bas de combat. Pour une fois où dans ma vie, depuis des années, je me demandais à faire quelque chose, ma mère appelle le CMP dont je dépendais. On lui répond gentiment, oh, mais ça c'est un truc, c'est fini, là, c'était un truc comme ça, voilà. Elle se dit, merde, Vincent, il veut y aller vraiment. Elle se renseigne, elle finit par tomber sur le CSOMS qui avait organisé ça. Et puis, elle arrive à trouver l'adresse. Et puis là, je vais, pour la première fois, dans un groupe d'entraîneurs de voile, où on m'explique que, ben voilà, ici on peut parler de tout. On peut parler de ses voix, de ses croyances, qu'on accepte toutes les croyances, qu'on dise que c'est des voix de Dieu, que c'est des morts, des elfes, une maladie, des extraterrestres, une puce, de la télépathie. On accepte les croyances de chacun. On peut parler librement. Voilà. Et puis je vois des gens qui ne sont pas en pleine forme, mais qui, en tout cas, vont mieux, avancent, essayent de se battre, où on n'est pas jugé, où on n'est pas stigmatisé, où on ne dit pas « Ah, mais tes voix, c'est du grand n'importe quoi, passe à autre chose. » Et puis, j'y retourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, je m'y sens bien, mais la 3e fois, quand même, je leur dis « Écoutez, c'est plus possible, moi, je ne peux plus venir. » Ils disent bah, « Pourquoi, Vincent, tu arrives toujours avec une tête d'enterrement ?» Mais très rapidement, on voit que tu es content d'être ici, puis tu repars avec le sourire. Je leur dis « Oui, mais mes parents, ils me déposent là, à 200 mètres. » Pourquoi 200 mètres? Parce qu'il y avait 2 grandes tours de 17 étages qui étaient entourées d'un parking qu'on pensait être un parking privé. Et pour moi, il fallait que je fasse ces 200 mètres à pied. 200 mètres à pied, qu'on fait 240 kilos, c'est déjà dur physiquement, mais ça, c'est pas le pire. C'est que pour moi, c'était 200 mètres où les voix m'insultaient de tous les noms, où je pouvais absolument pas me mettre à hurler dans la rue, parce que sinon, les 2 tours de 17 étages, toutes les fenêtres allaient s'ouvrir pour qu'on balance n'importe quoi sur la tronche pour me tuer. Et je leur explique ça. Et ils disent, mais Vincent, dans ce cas-là, tu n'as qu'à prendre un téléphone portable. Téléphone portable, pourquoi? Et oui, si tu as besoin de crier, tu prends un téléphone portable et tu cries dans ton téléphone portable. Faites lécher près de chez vous, vous allez dans le plus grand marché qui existe. Vous allez prendre une étale qui vous intéresse. Là, il y a un truc intéressant pour vous. Puis vous mettez à hurler. Vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir la place autour de vous. À la rigueur, le commerçant, il va vous dire « Tenez, je vous l'offre, mais partez vite. » Voilà. Et vous verrez le regard qu'on porte sur nous quand on se met à parler tout seul ou quand on se met à écrire tout seul. Maintenant, vous faites la même chose avec un téléphone portable. Les gens ne vont pas s'écarter, ils ne vont pas vous laisser passer pour autant. À la rigueur, ils vont aller et dire « Putain, la personne de l'autre côté, en plein sa tête, sa poire, enfin sa tronche, peu importe. » Je suis un peu vulgaire, mais les voix ont été tellement proliques au niveau des termes que j'ai un vocabulaire très riche. Et c'est la première astuce qu'on m'a donnée. Et puis, j'ai continué à aller, puis on m'a dit, écoute, Vincent, tes voix, tu peux essayer de les contrôler un peu, de leur dire stop, d'avoir du temps pour toi, parce qu'à l'époque, 80% du temps, j'entendais des voix, je voyais des choses, je ressentais des choses, et les 20% qui me restaient, de toute façon, je pensais qu'à ça. Les voix, les phénomènes étaient 100% de mon temps. Et ils m'ont dit, mais Vincent, si tu veux t'accorder du temps, être un peu plus libre, essaye de leur dire, voilà, de te laisser tranquille pendant 5-10 minutes, du temps que tu fasses ce que tu veux faire. Il faut leur dire, il faut t'imposer. Et j'essaye 10, 20, 30 fois. Puis je reviens en groupe et je dis, ça marche pas pour moi. Il me dit, ah, si, Vincent, continue, regarde, ça a marché pour un tel y arrive aussi. Et puis je réessaye. 40, 50, 60 fois. Puis là encore, j'étais quelqu'un de très défaitiste, mais en même temps, j'étais la plus grosse merde du monde. C'est ce que je pensais. Je suis allé au bout de la 60e fois, puis je dis, ouais, ça marche pour vous, mais pour moi, ça marche pas. Il me dit, mais Vincent, comment tu t'y prends? Je fais comme vous, je me mets à crier, je dis que je veux pas. Ah bon, mais montre-nous comment tu fais. Ben non, mais je fais comme vous. Ouais, mais montre-nous, s'il te plaît, Vincent. Montre-nous. S'il vous plaît, les voix, pouvez-vous plaire? Ah, ils m'ont dit, mais Vincent, non, quand on crie dessus, c'est pas comme ça. On y met un peu plus d'énergie. Essaye, peut-être que ça marchera. Puis, j'ai continué chez moi, parce que c'était des gens qui vivaient la même chose que moi, et qui avaient des résultats. Et puis un beau jour, j'étais chez moi, tranquillement, en train de faire des choses avec les voix, puis je voulais me concentrer, parce que pour une fois, il y avait un truc à la télé qui m'intéressait. Et je demande aux voix de se taire. Ça marche pas. Puis là, je m'énerve, puis je dis, vous allez vous taire? Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La première erreur qu'ont fait mes voix,
c'est qu'elles se sont tues. Non pas tues quand elle avait décidé de se taire, mais elles se sont tues quand moi je leur ai demandé. Honnêtement, c'était... ça vaut toutes les drogues. Hein. Je ne sais pas si ça a été une seconde, 2 secondes, 1 minute, 5 minutes. Voilà. En tout cas, j'avais ma première victoire sur les voies. Et dans le groupe, j'étais fier d'aller raconter que, bah oui, j'avais réussi. Du coup, j'entraînais d'autres personnes qui essayaient aussi, qui étaient nouveaux dans le groupe, à dire, bah oui, c'est possible, Vincent, il a essayé 60 fois, plus que 60 fois, il a réussi pour finir. Et puis pour finir, bah, je donnais rendez-vous à mes voix le plus possible. J'arrivais à un point où tous les soirs à 18h, je donnais rendez-vous. Alors j'avais un grand lit, je m'asseyais toujours à la même place, au coin. Voilà, alors j'étais pas là à 18h, j'étais là à 18h moins le quart. Pourquoi? Parce que j'avais tellement peur que si j'arrivais en retard, j'arrive plus à les contrôler, que j'étais là bien en avance. Alors là, c'était le déballage, elle m'insultait de tous les noms. Alors, toutes les voix n'étaient pas là, parce qu'il y en avait quand même qui restaient la journée, hein, c'est pas si miraculeux que ça. Mais en tout cas, ça me permettait d'avancer, ça me permettait de commencer à sortir, à revoir du monde, à bouger un petit peu. Et puis, je retourne au groupe, et puis un beau jour, je leur dis quand même, écoutez, ça devient de plus en plus pénible. Moi, j'ai plus pouvoir venir au groupe. Ils me disent, mais Vincent, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a plein de choses qui vont mieux pour toi, tu arrives à refaire des choses, à sortir. Je dis, oui, mais systématiquement, quand je vais en groupe, quand je viens vous serrer la main, bah là, j'ai 4 voix, plus une 5e. Alors là, c'est les 4 pires voix que j'avais, plus la 5e qui est même pas... C'est pas la pire, c'est innommable, voilà, qui viennent et qui me font peur. Ils me disent, mais Vincent, qu'est-ce qui se passe exactement? Je dis, je sais pas, mais qu'est-ce que tu ressens? Alors, ressentir quelque chose, déjà, on n'est pas très doué dans les émotions. Mais en plus, quand vous avez 7 fois la dose maximum de mesure marché en neuroleptique, autant vous dire que... Parce que si c'est génial d'être comme ça, imaginez-vous, vos vies, sans aucune émotion, à plat. La vie, elle est belle. En tout cas, c'était très difficile pour moi de ressentir mes émotions. Mais à force de discuter avec eux, je comprends en fin de compte simplement, c'est que j'étais content d'être avec eux, de me projeter dans l'avenir, de construire quelque chose avec eux, et de voir que ma vie pouvait arriver à quelque chose. Et ils m'ont dit, mais ça, Vincent, avec les voix, ça t'est déjà arrivé avant? Je réfléchis, puis je dis, bah oui, en fin de compte, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai rencontré le grand amour de ma vie, quand les voix sont revenues, là aussi, c'était la même chose. Là aussi, je me projetais avec quelqu'un, je me construisais dans l'avenir, j'envisageais une vie heureuse. Et ils m'ont dit, et avant ça? Bah ouais, la première fois que j'ai entendu les voix, le soir où j'avais ma première relation sexuelle, bah oui, là aussi, j'étais en train de me projeter, je pensais que c'était le grand amour de ma vie, que j'allais faire ma vie avec lui. Et ils m'ont dit avant ça, ah bah non, avant ça, je n'entendais pas de voix. Ouais, mais dans ta vie. Et là, j'en avais tellement marre d'avoir raconté ma vie que j'ai dit, non, mais... Et je suis rentré chez moi. Mais j'ai réfléchi parce que j'ai confiance aux gens qui ont vécu la même chose que moi. J'ai dit, mais pourquoi ils insistent à ce point-là? Et j'ai été là où je savais que je devais aller de toute façon. Je me suis dit, oui. En fin de compte, moi, ce cocktail d'émotions, je l'ai eu. Je l'ai eu avec qui? Je l'ai eu avec mon violeur. Parce qu'au début, c'était un adulte, quelqu'un qui s'occupait de moi, qui s'intéressait à moi, avec qui je construisais quelque chose, avec qui je me projetais dans l'avenir. Et en fin de compte, j'ai vu que ce cocktail-là déclenchait ces voix, et entre autres les voix les plus terribles pour moi. Et du coup, j'ai commencé comme ça dans le groupe à pouvoir parler librement, à revenir sur mon traumatisme aussi, et puis à travailler sur toutes les voix. Mes voix qui étaient toutes méchantes, une fois que je savais pourquoi, qu'est-ce qui les déclenchait, ça donnait même des atouts. Au début que je faisais des conférences, j'ai commencé en fin 2011 ou 2012, je ne sais plus, j'avais systématiquement une voix qui venait, alors elle vient plus, c'est un peu dommage de temps en temps, mais qui venait, qui elle aussi m'insultait de tous les noms, alors vous n'étiez pas très original mes voix, mais qui m'insultait de tous les noms. En tout cas, cette voix-là, elle arrivait systématiquement quand je mettais trop de pression. Et donc, systématiquement, quand j'allais dans des conférences, je me disais, mais putain, il faut que j'arrive à convaincre qu'il y a une autre possibilité pour nous d'en sortir. Et cette voix arrivait. Mais c'était bien parce qu'elle arrivait 10 minutes, un quart d'heure avant. Et puis du coup, ça me permettait de mettre des choses en place. Moi qui ne voulais plus de la psychiatrie, d'un seul coup, je dis, mais tiens, on m'a proposé à un moment des cours de relaxation qui ne servaient à rien, parce que me détendre, c'était laisser la place aux voix et entièrement en voix. Là, d'un seul coup, ce qu'on m'avait appris, ça me servait. Ça me servait à me détendre, et puis arriver en face des gens, et pouvoir parler librement, sans avoir trop de pression. Et c'est une anecdote que je racontais souvent. Et à un moment, il y a Favreau, qui est psychologue, si je ne me trompe pas, qui fait aussi des travaux sur l'entente de voix, qui dit mais Vincent, là, ta petite voix, parce que c'est pas un entendeur, hein, c'est un chercheur, et il dit Vincent, s'il te plaît, tu ne peux pas demander à ta petite voix de venir? Les gens me regardent un peu bizarre, mais il dit non, mais c'est super pratique ce qu'il a. Vous vous rendez compte? Il dit
Bon, déjà, Vincent, il arrive toujours à avoir plus de temps que nous. Moi, j'ai le droit à 20 minutes, 30 minutes maximum pour parler. Mais il dit, je suis ici pour exposer mes travaux de recherche, pour espérer trouver des financements pour les continuer. Mais il dit, voilà, en 20 minutes, les 5 premières minutes, je connais tout par cœur, je sais vous réciter, mais il ne se passe rien entre nous. Il dit, il me faut 5 minutes pour entrer en communication avec vous. Il dit, si j'avais cette petite voix avant, qui me permettait de prendre soin de moi, et peut-être que ces 5 minutes-là, je pourrais les exploiter de meilleure façon. Et là, c'est quelqu'un qui s'est dit, mais tiens, en fin de compte, les voix, une fois qu'on sait pourquoi elles sont là, elles peuvent être des atouts. J'ai petit à petit, comme ça, mis tout en place. Maintenant, j'entends plus de voix, je peux encore en entendre. Il y a un moment, pendant 1 an, je n'ai pas entendu de voix, et j'ai été, alors vous connaissez peut-être la braderie de Lille, alors c'est pas cette année parce qu'elle n'a pas eu lieu, mais il y a 2 ans maintenant, j'étais à la braderie de Lille avec mes amis. C'est déjà un endroit que j'aime pas, déjà parce qu'il y a plein de monde, on est bousculé. Et arrivé à la braderie de Lille, dans une des plus grandes artères de Lille, je t'emmenais avec mon violeur. Alors c'est pas un problème parce que mon violeur, je l'avais déjà anticipé, j'avais déjà été à sa rencontre pour discuter avec lui. Mais je t'emmenais avec mon violeur, mais aussi avec le premier mec qu'il a amené. Celui qui était là quand j'ai vu Sonny avec ce lien de sac poubelle. Et là, maintenant que je savais que j'étais pas le coupable, que c'était pas de ma faute si on m'avait violé, mais c'était bien eux les salauds, il était hors de question que je baisse les yeux devant ce type. Et ce type, je crois qu'il ne m'a pas reconnu tout de suite, même si l'autre était en train de dire viens, on y va, on y va, on y va. J'ai pas baissé les yeux jusqu'à temps qu'il parte. Et là, les voix, toutes les voix, sans exception, sont revenues d'un seul coup. J'ai expliqué, parce que mes amis ont bien vu qu'il se passait quelque chose, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, voilà, que j'avais vu mon violeur, et puis un autre type qui m'avait violé aussi. Ils m'ont dit, écoute Vincent, tu veux aller boire un verre? Alors, il n'y a jamais de place en terrasse, mais là, il y en avait. J'ai dit non, mais là, c'est en ouvrant l'artère, on va essayer de trouver un truc dans un coin paumé. J'y suis allé, j'ai réexpliqué, puis les voix ne voulaient pas repartir. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, je vais retourner à la maison. On va se accompagner, tout ça. J'ai dit non, non. J'ai vos numéros de téléphone, j'ai ma boîte à outils. Dans le groupe d'entendeurs de voix, j'ai mis plein de choses en place. Je vais rentrer chez moi. Si ça ne va pas, de toute façon, je sais vous appeler. Et je sais que je pourrais compter sur vous. Et je suis rentré chez moi. Il m'a fallu 1 heure de transport en commun pour rentrer. Puis un bon temps pour arriver à calmer une bonne partie des voix. Voilà. Mais là, je me dis, écoute, Vincent, moi qui pensais avoir fait mon chemin de rétablissement, qui pensait que le rétablissement était quelque chose qu'on achevait, voilà, je me suis dit, en fin de compte, non, il y a encore des choses qui se passent là. Et puis, j'ai repensé à mon viol, j'ai repensé à tout ça. Ça m'a permis d'aller plus loin dans la découverte de moi-même, parce que là où je savais que j'étais non plus coupable mais bien une victime, je me suis posé d'autres questions qui étaient au fond de moi, mais que je ne voulais pas trop réfléchir. C'est à savoir, mais Vincent, t'es homo, pourquoi? Parce que tu as été violé par un mec, ou t'es homo parce que t'es comme ça au fond de toi? Et puis, ça encore, c'était pas une très grande question pour moi, mais ce qui était le plus important, c'était le fait que quand je me faisais violer, même à 11 ans, on a des réactions. On a des réactions physiques. C'est-à-dire que moi, je me mettais à bander même à 11 ans. J'ai eu ma première éjaculation quand je me faisais pénétrer, et que je me sentais toujours un peu, mine de rien, coupable à me dire, mais en fin de compte, j'avais cette envie au fond de moi. Et puis du coup, j'ai pu en parler avec des professionnels qui m'ont dit, mais non, c'est mécanique. Et puis voilà, quelque chose qui était super tabou. Et j'ai pu, comme ça, encore avancer plus. Et comme en soi, en définition, un parcours de rétablissement n'est jamais fini, j'aurai toujours des choses, des questionnements à me faire. Mon père, qui était mon pire ennemi à un moment, je suis devenu très complice avec mon père. On a mis plein de choses au point, on a tout dit. Voilà, il m'a dit ce que lui pensait, je lui ai dit ce que moi je pensais, et maintenant on est super complices. Mon père a maintenant 84 ou 85, j'oublie à chaque fois, il fait plus de 100 km de vélo par jour. Il est en pleine forme. Voilà, il est sur cardiologue régulièrement, tout va bien. Mais à 84 ou 85 ans, il risque quand même de décéder. Voilà. Je sais maintenant que ça me fera un choc énorme. Et comme ça sera des émotions très fortes, peut-être que j'aurai des voix qui reviennent. C'est pas grave. Ma boîte à outils, je l'ai entretenue. Voilà, je n'en sers plus parce que j'ai plus de voix en ce moment. Mais si elles reviennent à ce moment-là, c'est même pas sûr, mais en tout cas, si elles reviennent, j'ai ma boîte à outils. Ma boîte à outils, c'est jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire là, moi qui ne voulais plus affaire à la psychiatrie, peut-être, voilà, dans le cas ultime, je demanderai à passer 1 ou 2 jours à l'institution pour me mettre à l'abri. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai aussi transformé mon psychiatre. Parce que j'ai aussi transformé le service dont je suis issu. C'est-à-dire là où mon psychiatre était quelqu'un de rigide, qui ne jurait que par les médicaments et après d'autres petites options pour mon train-train quotidien, j'ai réussi avec lui à négocier
et dire non, mon traitement, ça me pose des problèmes pour ça, ça, ça. Je veux tenter une expérience de BC. Je l'ai transformé. Maintenant, j'ai plus aucun traitement. Voilà. J'espère ne plus jamais en prendre parce que pour moi, c'est des saloperies. Mais c'est mon choix. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre le traitement. Mais on est en train de dire aussi que ce n'est pas toujours une fatalité. Qu'on peut mettre des choses en place pour s'en sortir. Mais le plus grand message qu'on m'a jamais donné, c'est au début quand on m'a dit que oui, je pouvais être heureux. Oui, je pouvais m'en sortir. Qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que j'entende tous les autres. Mais que je devais reprendre mes rêves. Me dire, voilà, Vincent, qu'est-ce que tu as comme rêve? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Et là, du coup, j'ai eu plein de moteurs. J'ai eu la force de faire des choses. J'ai eu la force de me bouger. Pourquoi voulez-vous qu'avant je me bouge si j'étais quelqu'un de foutu, à qui on promettait la plus belle des choses, qui était de l'être stabilisé? Non. Et quand on vous dit que oui, il est possible de s'en sortir, on vous dit que oui, il y a d'autres gens, c'est pas des miraculeux, c'est pas des gens qui tombent comme ça par hasard, mais c'est des gens qui arrivent à s'en sortir. Déjà, quand vous avez l'espoir, et puis après que vous vous retrouvez entre pairs, avec des gens qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui acceptent qui vous êtes, qui vraiment participent avec vous, et vous faites, aux yeux des autres, vous devenez un miraculeux. Mais non, on n'est pas des miraculeux, on est simplement des gens qui ont bien plus de force que vous pensez. Parce que quand vous entendez 80% du temps, 50% du temps, même 30 ou 20% du temps, des voix à longueur de temps, qui vous connaissent parfaitement, qui connaissent la moindre faille, qui savent appuyer où ça fait mal, croyez-moi que c'est super compliqué. Ça nous prend une énergie folle. Et de la force, on en a. On en a la force pour résister, parce que sinon, on serait déjà au fond du trou. Et quand on a réussi à résister à tout ça, après, quand on met les choses en place, cette force-là, on peut la déployer pour autre chose. Il y a même un moment où, dans le parcours de l'établissement, on est tellement libéré de toutes nos merdes de voix et d'autres choses qui nous bloquent, qu'on a une énergie folle. Après, on devient comme tout le monde, on revient un peu plus lisse, voilà. Mais au début, c'est génial, parce qu'on peut faire plein de choses pour rattraper un peu de retard. Mais en tout cas, on peut s'en sortir, on peut être heureux. Et je vous le redis, je ne suis pas l'exception. Il y en a plein. Des exemples, j'en ai plein partout en France, j'en ai plein partout dans le monde. On a organisé le 8e congrès international sur l'entente de voix à Paris. Il y avait 37 pays, je crois, qui étaient représentés. Dans les 37 pays, il y a des tas et des tas de gens qui s'en sortent. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous nous en sortir. Vous êtes une expertise, je ne sais pas, il n'y a pas que les professionnels, mais même les usagers, même les parents, vous avez une expertise qui peut nous être utile. Si vous êtes des professionnels de santé, vous êtes des outils. Des outils humains, c'est tant mieux. Restez humains, et ne soyez pas que des outils. Vous pouvez nous apporter plein de choses. Mais nous aussi, on est des experts d'expérience. Et notre expertise vaut plein de choses aussi. Et quand on peut commencer à la transmettre entre nous, comme on peut la transmettre à des professionnels, parce que nous aussi, on peut vous apprendre des choses, on donne des formations, à tel point que maintenant, je donne des consultations dans les CMP, au service interarmé, que je suis consultant au CCOMS, on a quelque chose. On n'est pas que des diagnostics sur pattes. On n'est pas qu'une fatalité. Et tout ça dans un seul but, c'est qu'on devienne heureux, parce que moi, je suis un homme super heureux. Maintenant que je repaye des impôts, même quand je reçois ma facture, c'est vrai que je tire la gueule quand même. Je dis putain, pour ce qu'ils en font. Mais en tout cas, je suis quand même heureux. Et on peut tous être heureux. Parce que si vous accompagnez quelqu'un dans un parcours de rétablissement, dites-vous que généralement, vous allez travailler sur votre propre parcours de rétablissement. Et là où de temps en temps, dans votre boulot, c'est pas toujours terrible, ou dans votre vie, c'est pas toujours terrible, vous allez avoir une autre philosophie. Vous allez être aussi plus heureux. Et là où, dans un boulot, par exemple, parce que alors, je parle de vous, j'espère que vous n'êtes pas comme ça dans vos boulots, mais je croise beaucoup de professionnels qui sont un peu blasés au bout de X années dans leur boulot, en disant, voilà. Ça joue même de temps en temps les tours dans leur couple, parce qu'ils sont tellement blasés, ils ont tellement marre de leur boulot que ça finit par détruire leur couple. Quand ils sont à la recherche d'autre chose, quand ils voient autre chose qu'une fatalité, où il y a des patients qui sont pas chroniques, mais chronicisés, qui arrivent à s'en sortir, on se dit merde, je sais pourquoi je suis ici. On retrouve la flamme du début, et puis je sais pourquoi je suis ici, j'avance. Vous allez avoir plein de merci, alors pas toujours des merci dans les yeux ou en face, mais par des tas de messages.
des merci quand vous allez voir les gens simplement arriver, non plus avec une tranche de cake, mais avec un grand sourire. Et puis, quand vous allez à un moment vous dire mais je le vois plus ici, mais je l'ai croisé, putain, il était en pleine forme. Il rigolait dans la rue, il avançait droit. Moi, je faisais 1m97 avant. Voilà, je fais plus qu'un 1m94, alors ça c'est le poids, j'ai tout assez. Mais à un moment, je ne devais même pas faire 1m94, parce que j'étais tellement toujours avachi comme ça, que je devais faire peut-être 1m, je sais pas combien. Voilà. Mais le premier regard, une infirmière, elle était absente depuis très longtemps, elle m'a revu, elle me dit Vincent, mais on dirait que tu as grandi et rajeuni. Oui. Et je dis c'est entre autres, en partie grâce à toi. Cette infirmière, elle avait jamais fait grand-chose pour moi. Mais c'est la seule, au moment où c'était très très dur, qui m'avait laissé un seul message, parce que là où j'étais plus... alors, mon service c'était peut-être pas le plus terrible de France, mais il était pas mal non plus. Elle m'a jamais dit en rien, si ce n'est qu'à chaque fois que je la voyais, elle disait avec un grand sourire « Bonjour Vincent ». Et que ça m'a permis simplement de tenir. Et je lui ai dit, voilà. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème, je suis prêt à te rendre service, tu viens quand tu veux. Quand je suis venu la première fois, parce que la famille avec qui je m'entendais bien était en vacances, j'ai dit, je vais vous parler des voix. Ouh, pas ça. Ok. J'ai vu qu'elle n'était pas bonne à ça. Mais en tout cas, là aussi, j'étais toujours content de la croiser après. Parce que quand ça allait mal, si je pouvais croiser son regard, qu'elle me fasse un grand sourire en disant bonjour Vincent. Voilà. Il y a plein d'outils géniaux en psychiatrie. Il y a plein d'êtres humains qui sont des outils. Moi-même, je suis maintenant un outil en psychiatrie. Quand j'ai des consultations, les gens me voient comme un professionnel. J'essaie de m'en détacher au maximum parce que ça me fait peur. Mais j'espère être un bon outil. J'espère être un outil humain. Mais c'est justement l'humain. Parce que si en face de nous, nous on a du mal avec les émotions et que les gens ne partagent pas les émotions qu'ils ont en face de nous, ça devient très compliqué. Et là aussi, quand on accompagne quelqu'un dans un parcours de rétablissement, c'est aussi partager ses émotions, c'est aussi partager sa vie. Alors j'ai été dernièrement, enfin non c'est un bout de temps maintenant, mais on m'a dit, oh mais si, moi je partage ma vie, je leur ai dit que j'ai été aux Seychelles. Je dis, c'est ça partager votre vie? Leur dire que toi t'es un petit con qui touche la hache, et encore s'il a de la chance il touche la hache, parce que les dossiers sont pas toujours bien faits. Et vous lui dites quoi? Qu'il vous allez aux Seychelles et que lui il est tout seul dans son appartement à se faire chier, isolé? Sinon, partager, c'est dire aujourd'hui, c'est pas la même forme pour moi non plus. Voilà, mais c'est pas grave, on va avancer à deux. Voilà. C'est des tas de petites choses comme ça. Mais vous allez rendre les gens heureux, mais vous allez être heureux, et ça, c'est du partage. Voilà, merci.